si ce n'est qu'ils n'ont aucune charge militaire, il n'y a pas d'explosifs et on ne peut pas les tirer, il n'y a pas de propulseur non plus. Mais toute l'électronique est exactement la même et le vol qui a été fait ce matin était également dédié à ces missiles dans leur fonctionnement. Deux autres missiles en bout d'aile, dans les missiles magiques, courte portée, pour faire du combat, tournoyant. Donc ils sont capables d'aller dans tout le domaine de vol de l'avion et donc d'aller jusqu'au facteur de charge extrême lorsque on fait du combat tournoyant. Sur un avion comme le Rafale, il y a deux moteurs, donc évidemment s'il y a une panne d'un moteur, on est beaucoup plus tranquille, notamment pour un avion marin au-dessus de l'eau, c'est quand même une bonne chose. L'intérêt de ces moteurs, c'est qu'ils sont très légers et ils sont très performants. Là, on est dans la première version des moteurs. Ils ont une poussée de 7,5 tonnes chacun. Donc l'avion faisant à pleine charge comme ça de l'ordre de 15 tonnes, vous imaginez qu'on est dans des performances très intéressantes. Ces moteurs sont évolutifs et on est déjà en train de travailler sur la prochaine version. Enfin, SNECMA est en train de travailler sur la prochaine version de moteur qui pourront pousser 9 tonnes. Ces moteurs sont très robustes aussi et un point très important, ils ont été conçus pour être changés très rapidement par l'équipe des mécaniciens. L'objectif, c'est de pouvoir changer un moteur en moins d'une demi-heure. Donc vous pouvez imaginer que changer un moteur de voiture, ça demande largement plus qu'une demi-heure. Un moteur de cette taille-là, qui fait quand même une masse et un volume assez important, changer à une demi-heure, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Cet avion est équipé d'antennes de toutes sortes et là vous avez typiquement en haut de la dérive des antennes qui servent à détecter les avions ennemis dans tout leur système d'émission, donc radar, émetteur laser, départ de missiles, donc source infrarouge qui peut exister en vol. Donc là on touche dans une partie très très confidentielle, on ne peut pas trop s'étendre, mais sachez que l'ensemble des antennes est surtout bien intégré dans l'avion et ne nécessite pas de pods supplémentaires. Alors pour parler des qualités de vol, je dirais que de manière peut-être un peu partisane, mais les avions d'assaut sont connus dans le monde pour leur qualité de vol exceptionnelle. J'allais dire du temps du Mirage 3, du temps du F1, Mirage F1, Super Étendard, c'était déjà des avions classiques qui avaient des qualités de vol reconnues par tous les gens qui les pilotaient et par les gens qui parfois se trouvaient en face dans les conflits ou les combats amicaux. On n'a que progressé dans ce domaine, les commandes de vol électriques permettent de progresser considérablement. Je crois qu'aujourd'hui le 2000 est considéré comme au top, enfin je suis sûr même, par tous les utilisateurs possibles dans le monde en termes de qualité de vol et j'allais dire de sûreté et de facilité de manœuvre. Le Rafale, il est au même niveau, parce que là aussi, on est près de l'asymptote. Il est au même niveau et je dirais que c'est considérable parce que c'est un avion plus lourd et plus gros. Et vous retrouvez avec des qualités de vol de même nature, la même agilité que sur un de l'île, c'est déjà considérable. Il y a là encore des domaines où on peut dire qu'il est meilleur, mais c'est l'approche en basse vitesse, parce que si vous voulez un Rafale Air à masse légère, ça se pose à 110 nœuds. Un Mirage 2000, c'est 150. Donc vous avez un gain considérable avec des qualités de vol qui sont absolument exceptionnelles, une très grande stabilité d'approche et c'est un avion très facile. Alors les qualités de vol, puisqu'on parle de qualité de vol, ce ne sont pas simplement pour faire plaisir aux pilotes, bien entendu. Encore que, pourquoi pas, c'est agréable, mais c'est pas pour ça qu'on fait des avions faciles. Car faire des avions avec des bonnes qualités, c'est faire des avions faciles. C'est bien entendu pour diminuer la tâche de travail, la charge de travail du pilote, pour qu'il n'ait pas à se soucier en permanence
de ses marges par rapport à toutes les limites possibles du domaine de vol, pour que ce ne soit pas, pour que ça ne captive pas son attention et que donc il puisse s'occuper en toute sérénité d'autre chose qui est en gros la gestion de la mission. Alors dans ce domaine-là, les commandes de vol vous amènent évidemment un plus à partir d'une cellule j'allais dire de qualité de vol naturelle qui sont très bonnes. Ça vous permet de les améliorer encore et ça permet surtout de faire toute la gestion justement des limites, des bordures du domaine, de manière à ce que le pilote n'ait pas à s'en soucier. La charge de travail allégée, c'est le maître mot de l'avion, ça c'est sûr. Tout l'avion a été conçu pour que l'ensemble des informations, qui sont nombreuses, soient amenées au pilote de façon très synthétique et concentrée dans des télévisions, un certain nombre qu'on appelle des visualisations à bord, et notamment deux visualisations, la visualisation tête haute, donc le viseur, anciennement les viseurs d'avions de chasse, et une grande télévision qui est en dessous, qu'on appelle le collimateur tête moyenne. Pourquoi collimateur ? Parce qu'il est collimaté à l'infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'accommodation pour les yeux en permanence entre cette télévision et l'extérieur, et le monde extérieur. Un collimateur tête haute, c'est le premier écran. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pare-brise, si vous voulez. C'est absolument transparent, on voit au travers. Mais dans ce pare-brise, on présente un certain nombre d'informations au pilote qui sont en gros ces informations de pilotage. C'est-à-dire ce qu'on appelle un vecteur vitesse, qui est un petit symbole qui représente la trajectoire de l'avion dans l'espace. On la référence au monde extérieur, on a un horizon, on a des repères de pente, et on a un certain nombre d'informations numériques qui sont la vitesse, l'altitude. On a aussi ce qu'on appelle des guidages, c'est-à-dire quand il faut aller quelque part de bien précis, que ce soit la navigation qui vous le demande, que ce soit une conduite de tir qui vous le demande, eh bien on a des petits repères qui permettent de mettre le vecteur vitesse, c'est-à-dire la trajectoire de l'avion, dedans. Donc le pilote sait piloter son avion en regardant en permanence dehors. On a fait ce qu'on a appelé une visualisation tactique et on a mis ça dans un écran qui est un écran couleur, grand champ. Et là il y a une astuce de nature ergonomique, c'est que pour faire un grand champ comme une grande télé, vous n'êtes pas obligé d'avoir la grande surface présente. Vous avez en fait un oculaire. Vous regardez dans une petite fenêtre et derrière, il y a une grande image. Ça permet physiquement d'avoir une cabine finalement plus grande. Ça, c'est une astuce dont on est assez content. C'est une image donc de 20 par 20, couleur, dans laquelle on représente ce qu'on appelle la situation tactique, c'est-à-dire un peu la partie noble du système d'armes. C'est là qu'arrivent toutes les informations issues de vos capteurs, qui sont habillés par le système, qui sont fusionnés entre différents capteurs. C'est là aussi qu'on présente une carte qui représente éventuellement la partie tactique du champ de bataille, la frontière, les couloirs de pénétration, le trait que vous devez suivre, le point où vous devez rassembler vos équipiers, l'endroit où vous devez aller relâcher, tirer votre missile pour qu'il aille au but. Enfin, c'est toute cette information-là qu'on présente là-dedans. Sur le Rafale, on a énormément de senseurs, de capteurs, donc on a le radar qu'on a vu tout à l'heure, on a les deux caméras de l'optronique, donc une caméra de télévision de jour et une de nuit, on a le système de contre-mesure avec ses capteurs, on a également la liaison de données, c'est-à-dire la possibilité de recevoir de l'extérieur des autres avions des informations, aussi bien des autres Rafales que du sol ou bien d'avions en vol comme les AWACS, ces gros avions radar. La grande nouveauté et la grande force de cet avion, c'est que toutes ces informations sont fusionnées pour ne faire qu'une seule et donc fiabiliser pour le pilote le petit symbole qu'il va avoir dans son collimateur tête moyenne. Donc c'est la fusion de données, ce qu'on appelle la fusion de données, et c'est quelque chose de très très intéressant puisque ça va diminuer énormément la charge de travail, donc le temps que le pilote va passer dans cette télévision à analyser toutes les informations. Quand on fait des commandes de vol électrique, il n'est plus nécessaire de faire des grands débattements, c'est finalement le système qui lui sait combien il faut défléchir la commande et qui s'en occupe. Il suffit que vous lui donniez un ordre en fait. Et donc
les petits déplacements s'accommodent assez bien de ce genre de choses. Et on met le manche à droite parce que pour faire des petits déplacements avec des efforts légers, c'est le poignet, la main qui est bien adapté, et non pas le bras. Le bras est adapté aux relativement grands efforts et aux relativement grands déplacements dont on n'a plus besoin dans un avion à commande de vol électrique bien fait. Donc, petit manche, parfait. Et le petit manche, c'est là qu'il est le mieux. Autre avantage, la place. C'est clair. Le manche devant, ça prend une place folle. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on parlait d'ergonomie, la place, on est à l'affût de n'importe quel petit centimètre carré, parce qu'il y a beaucoup de choses à pas monter. L'accès, évidemment, à un tableau de bord, avec l'accès visuel à des informations sur le tableau de bord est important. Donc, on évite, on enlève tout ça. Cet avion, il a été prévu dès le départ, comme sur tous les avions de l'armée de l'air et de la marine française, de pouvoir ravitailler en vol. Et donc, cette perche, c'est ce qui sert à se connecter dans un panier derrière un ravitailleur qui peut être un Boeing. D'ailleurs, ici, nous avons tous les Boeing de l'armée de l'air sur cette base. Et ça peut être aussi connecté sur une nacelle de ravitaillement pour les avions marins qui est à bord du porte-avions. Bouge pas, t'es bien toi? Ah bah oui. Donc on a du passe, merci. Voilà la cassette. Merci. À l'issue de ce vol, on peut dire que l'avion est qualifié pour son premier standard. Surtout dans ce domaine qui est un domaine très pointu que sont les contre-mesures et l'identification des avions amis ou ennemis. Dans les demandes opérationnelles faites par les états-majors, il est clair que l'accent est mis et reste de plus en plus mis sur la non-détectabilité, c'est-à-dire sur la discrétion ou la furtivité. Le challenge qui nous a été donné par les états-majors, c'est de faire en même temps un avion aussi furtif que possible, mais qui garde une bonne manœuvrabilité. On a des exemples qui existent, notamment aux États-Unis, d'avions très furtifs, mais qui ne sont pas manœuvrants. Ça n'est pas ce qu'a souhaité l'état-major. L'état-major français, et également celui de quelques pays, souhaite avoir des avions qui sont de moins en moins détectables, mais qui néanmoins gardent des caractéristiques de manœuvrabilité. Et c'est ce que nous avons cherché à faire, et je crois à peu près réussi sur le Rafale, c'est à trouver le compromis le meilleur entre discrétion et manœuvrabilité. Et c'est ça qui nous a amené à cette configuration de Rafale. Le programme Rafale a plusieurs décennies d'existence devant lui. Les marins exploitent déjà ses capacités air-air sur le porte-avions Charles de Gaulle. Dans quelques années, le biréacteur de la marine, puis de l'armée de l'air,
recevra de nouveaux équipements et logiciels pour ajouter la capacité d'attaque au sol à ses missions. Mais la polyvalence du Rafale augmentera encore au début de la prochaine décennie. Il reprendra au Mirage 2000N la très stratégique mission d'attaque nucléaire en profondeur. Les Rafales marines seront également dotés de missiles anti-navires. Ce sera alors le seul avion de combat, avec le Super Hornet américain, à pouvoir effectuer tant de missions différentes à partir de bases terrestres et navales. L'avion français a donc toutes les cartes en main pour réaliser une carrière en France et à l'étranger, aussi brillante que ses aînés Mirage 3, F1 ou 2000.